le pays des canyons. Un empire escarpé aux murailles de roches. À cheval sur le sud de l'Utah et le nord de l'Arizona. D'un dédale de canyons inondés à un paysage aride recelant les secrets d'un passé géologique mouvementé. C'est une des dernières régions sauvages de l'Amérique du Nord. Sur ce plateau stérile où ne poussent que les torsades de grès, l'ombre est aussi rare que l'eau. Il n'y a pas de plan, ni de panneaux de signalisation. Rien d'autre que la nature. Le moindre petit pépin peut vous être fatal. Ici, des feux inextinguibles consument les entrailles de la terre en laissant échapper des volutes de fumée. Le sol est couvert de fossiles marins, vestiges d'un océan disparu il y a plusieurs millions d'années. Ce sont les pièces d'un puzzle, une fenêtre sur le passé qui nous montre à quoi ressemblait la Terre à l'époque. Vu depuis les airs, ce paysage naturel particulièrement sauvage et inaccessible révèle toute sa splendeur. Glen Canyon. Un labyrinthe de roches qui couvre plus de 4000 km² dans le sud-ouest des États-Unis, à cheval sur le sud de l'Utah et l'extrémité nord de l'Arizona. Ces canyons tortueux offrent une vision féerique, reflétée dans les eaux couleur d'émeraude du lac Powell et du bassin du Colorado. C'est un paysage absolument magnifique et il est unique au monde. Surnommé l'endroit que personne ne connaissait, Glen Canyon est resté presque inexploré jusqu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui encore, il garde une part de mystère. Je ne crois pas que le monde sache à quel point cet endroit est beau. Il y a ici des paysages remarquables qui n'ont jamais été touchés. Ce surnom, l'endroit que personne ne connaissait, date des années 50. À l'époque, Glen Canyon attirait déjà beaucoup d'attention. Véritable chef-d'œuvre de la nature, ce panorama supporte parfaitement la comparaison avec l'un des paysages les plus célèbres du monde. Son voisin, le Grand Canyon. À la fin du 19e siècle, la découverte de minerais dans le Grand Canyon suscite l'intérêt de l'industrie minière. Mais le tourisme s'avère plus rentable. Et à l'aube du XXe siècle, le site s'impose comme l'une des principales attractions touristiques du pays. La voie ferrée a rejoint le versant sud en 1901. En amont du fleuve, il y avait beaucoup d'activités, mais Glen Canyon a été plus ou moins épargné. Glen Canyon a été baptisé par John Wesley Powell, qui fut le premier explorateur à descendre le Colorado à une époque où ce fleuve tumultueux était considéré comme la voie navigable la plus dangereuse de l'hémisphère nord. En
1869, le commandant Powell et 9 de ses hommes entament un voyage de 1600 km le long de canyons inconnus. Cette expédition va changer la face de l'Ouest américain. Elle durera 100 jours. Dans le Grand Canyon, les explorateurs affrontent des rapides déchaînés qui emportent une partie des vivres. Il manque d'eau et de nourriture. Certains y laissent la vie. À Glen Canyon, en amont, le fleuve n'était pas du tout comme à Grand Canyon. La pente était si faible qu'il y avait très peu de rapides. C'était un soulagement de se retrouver dans ce lieu magnifique. Glen Canyon, le canyon du Vallon, doit son nom aux alcôves de verdure qui bordaient ses rives. Il y avait plus de végétation ici que n'importe où ailleurs sur le fleuve. Et ils n'ont pas eu à transporter les bateaux par voie terrestre pour contourner les rapides, car l'eau était très calme. Après une seconde expédition tout aussi pénible, John Wesley Powell devient le premier à cartographier le cours du Colorado. À l'époque, en 1869, cette partie de la carte de l'Amérique du Nord était à peu près vierge. On ne savait pas vraiment comment le Colorado descendait de l'État du Colorado jusqu'en Arizona et en Californie. Glen Canyon, Grand Canyon et toutes les autres gorges de la région ont été creusées par le Colorado depuis plusieurs millions d'années. Le fleuve parcourt 2330 km à travers 7 États différents. C'est la principale artère du sud-ouest des États-Unis. L'équivalent américain du Nil. Au printemps, les précipitations et la neige fondue qui descendent des montagnes rocheuses viennent alimenter de multiples affluents qui convergent ensuite vers le fleuve. Ce réseau hydrographique est ce qu'on appelle le bassin versant du Colorado. Il couvre une superficie de plus de 620 000 km², presque la taille de la France, soit à peu près 10% du territoire des États-Unis. De même que le Nil draine 10% du continent africain. L'eau qui s'écoule ici depuis des millions d'années en charriant des débris et des blocs de roche creuse les profondeurs des canyons. L'impétueux Colorado et ses affluents s'engouffrent dans le ravin et sculptent le paysage pittoresque de Glen Canyon. Le fleuve ne descend pas toujours en ligne droite. Habitué à emprunter la voie de la moindre résistance, l'eau serpente parfois le long du relief en décrivant de vastes méandres. Horseshoe Bend. Une boucle d'eau turquoise en forme de fer à cheval encaissée entre deux falaises de 300 mètres de haut. Le lit du fleuve marque ici un incroyable virage à 270 degrés, désormais gravé dans la roche. Les parois du canyon se composent principalement de grès, c'est-à-dire de grains de sable liés par des minéraux. Au fil du temps, l'écoulement de l'eau a désagrégé ce ciment et le cours sinueux du Colorado s'est imprimé dans le paysage, marquant ainsi la naissance de ce qui allait devenir un pont naturel. Les ponts naturels se forment dans les méandres du fleuve. À force de creuser son sillon, l'eau finit par rencontrer une strate de roches dures sous le grès.
Le fleuve ralentit alors son travail de sape vers l'avant et se met à élargir son lit en creusant les parois de la gorge sur le côté le plus tendre. Au fil du temps, l'eau commence ainsi à creuser l'angle intérieur du virage. À force, elle finit par traverser la paroi de roche affaiblie pour prendre le chemin le plus court. Le nouveau lit du fleuve élargit ensuite le trou jusqu'à édifier un pont, véritable chef-d'œuvre de la nature. Un peu plus loin en amont, niché dans un canyon au nord de Horseshoe Bend, une arche de pierre se dresse fièrement au-dessus de son créateur. Rainbow Bridge. Culminant à 90 mètres de haut, sur 84 mètres de long. C'est le plus grand pont naturel du monde. Pour la nation Navajo, qui peuple la région depuis plusieurs siècles, c'est un monument sacré qui protège l'univers. Les Indiens l'appellent Nonnezoshi, l'arc-en-ciel de pierre. Dans leur culture, ce pont renferme l'essence du désert et symbolise les puissances divines à l'origine des nuages, des arcs-en-ciel et de la pluie. Lorsque l'on passe sous l'arche sacrée, il convient de réciter des prières spéciales pour ne pas s'exposer à une vie de malheur. Rainbow Bridge faisait autrefois partie d'une des régions les plus reculées et inaccessibles de toute l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, un réservoir artificiel alimente les cours d'eau et les canyons alentours. Il permet d'accéder au pont par voie navigable. Le lac Powell. Il s'étend sur près de 300 km du nord de l'Arizona au sud de l'Utah. C'est le deuxième plus grand lac artificiel des États-Unis. Le lac et ses canyons inondés sont bordés par 3100 km de littoral. C'est plus que toute la côte ouest du pays. Il doit son existence à la construction du barrage de Glen Canyon il y a plus d'un demi-siècle. Pour faire le barrage, il a d'abord fallu couler du béton liquide. Chaque benne contenait 24 tonnes de béton. Pendant les 3 ans qu'a duré le chantier, plus de 400 000 bennes de béton ont été déversées. Le lac Powell représente 13% du parc naturel de Glen Canyon et contient jusqu'à 35 milliards de mètres cubes d'eau. De quoi recouvrir toute l'île de Cuba sous 30 cm d'eau. Ce réservoir sert à stocker l'eau du fleuve Colorado en prévision des périodes de sécheresse. Au pied du barrage, une centrale hydroélectrique a été construite. 8 gigantesques turbines alimentées par des générateurs convertissent l'eau en électricité. À pleine capacité, il y passe plus de 56 000 mètres cubes d'eau à la minute.
La centrale fournit 6 millions d'Américains en électricité. Mais certains se demandent à quel prix. Calme et serein, le lac Powell est un des plus beaux panoramas du monde. Mais c'est aussi l'un des plus controversés. Dans cette région désertique, près de 3% du volume du lac s'évapore chaque année. Tout le long des parois inondées du canyon, une démarcation blanche matérialise le niveau passé du réservoir. Les gens d'ici l'appellent la marque de la baignoire. L'eau contient du carbonate de calcium et d'autres minéraux qui se fixent sur le grès quand elle s'évapore. C'est ce qui crée cette bande crayeuse. Le Colorado était autrefois un torrent boueux et turbulent zigzagant à travers Glen Canyon. Aujourd'hui, c'est un des fleuves les plus contrôlés du monde. 15 barrages ont été installés le long de son lit. Quand elle n'est pas canalisée par le barrage de Glen Canyon, l'eau du fleuve rosit sous le soleil du sud-ouest américain. La poussière et le sable qu'elle charrie lui donnent une teinte rouge. Stupéfaits devant le spectacle de ce fleuve limoneux, les explorateurs espagnols l'ont immédiatement baptisé Rio Colorado, la rivière rouge. De nos jours, la vase reste emprisonnée derrière le barrage, privant l'eau de sa couleur rougeâtre. Les poissons locaux qui ont besoin des éléments minéraux nutritifs contenus dans le limon ne peuvent pas survivre au-delà du barrage. L'eau anormalement fraîche rejetée par les vannes du barrage de Glen Canyon pose un autre problème. La température du fleuve qui montait autrefois jusqu'à 29 degrés plafonne désormais autour de 6 degrés et ne permet pas aux poissons de frayer. Ces changements environnementaux menacent de nombreuses espèces indigènes du lit de la rivière, entre les barrages de Glen Canyon et de Hoover. Façonné par le Colorado et ses affluents, le relief de Glen Canyon est en constante évolution. Après quelques millions d'années, les plateaux deviennent des mésas, des masses terrestres tabulaires plus larges que hautes. Usés par les éléments, ces mésas se métamorphosent ensuite en élévations plus étroites, appelées des buttes. Les buttes se transforment à leur tour en pinacles qui succombent un jour à l'érosion et finissent par s'effondrer sur le sol de la vallée. Les différentes étapes du processus de création de ce paysage sont inscrites dans la roche. Formées au temps des dinosaures, les murailles de grès de Glen Canyon remontent au Jurassique. Nous nous tenons sur des rochers vieux de 160 ou 180 millions d'années. Et le décor que nous avons sous les yeux a été taillé dans ces rochers. On se retrouve avec des sculptures de pierre uniques au monde.
En plus, l'eau du lac vient lécher ces formations magnifiques et le rouge de la pierre fait ressortir le bleu de l'eau. On peut difficilement faire mieux que ça. Les paysages qu'on voit aujourd'hui ne sont qu'un aperçu de ce qui se produit ici sur une très longue période. Il y a plus de 160 millions d'années, les châteaux de grès de Glen Canyon étaient un gigantesque désert de dunes balayé par le vent. Et la strate de roches acajou qui borde le fond du canyon correspond à une ancienne mer intérieure. Au fil du temps, le sol s'est soulevé puis affaissé, modifiant à chaque fois le paysage et transformant les mers intérieures en dunes désertiques. Déposés en couches sédimentaires successives, les différents environnements sont figés dans la roche. Semblables à un livre d'histoire, ces strates matérialisent chacune un chapitre du passé géologique de la région. Certaines périodes ont complètement disparu de cette stratification. Les géologues appellent ça des discordances. Ce sont des moments pendant lesquels l'environnement n'a pas déposé suffisamment de sédiments pour créer une couche. En l'absence de données stratigraphiques, certains chapitres de l'histoire géologique de la région restent une énigme. À l'ouest de Glen Canyon, un ancien plancher océanique lève en partie le mystère. Gris, sec, désolé, désertique. Les gens d'ici appellent cet endroit la Lune. C'est un paysage qui semble appartenir à un autre monde. Si la formation schisteuse du Tropic Shale n'est plus qu'un cimetière d'ossements préhistoriques, elle abritait autrefois une faune marine abondante. Je chasse les fossiles dans le sud-ouest depuis longtemps et j'ai des connaissances en géologie. J'ai découvert plusieurs gisements fossilifères significatifs dans cette formation. Les fossiles qu'on trouve ici nous révèlent beaucoup de choses sur la biologie et l'histoire de cette partie du monde il y a des millions d'années. Ce sont les pièces d'un puzzle, une fenêtre sur le passé qui nous montre à quoi ressemblait la Terre à l'époque. Toutes les découvertes qu'on fait ici sont extrêmement importantes. Elles nous aident à reconstituer le puzzle et à savoir exactement ce qui se passait. Riche en fossiles marins, ce banc de schiste fait la lumière sur un océan disparu il y a 90 millions d'années. Les vestiges découverts ici datent du Crétacé, l'époque des dinosaures. Il y a 90 millions d'années, cet endroit était au milieu d'une mer intérieure appelée la Voie maritime intérieure de l'Ouest et qui recouvrait presque entièrement l'ouest de l'Amérique du Nord. On pouvait voir des poissons dans cet océan, des tortues géantes de la taille d'une voiture et toutes sortes d'espèces de requins dont certaines ont aujourd'hui disparu. Et il y avait aussi des reptiles marins. La couleur du schiste nous aide à retracer l'histoire de ces fossiles. Cette teinte gris foncé indique qu'il y avait beaucoup de carbone et peu d'oxygène au fond de l'océan. C'est ce qu'on appelle un environnement anoxique. L'absence d'oxygène diminue le nombre de micro-organismes et autres formes de vie benthiques qui consomment d'habitude les ossements déposés sur le plancher marin. Le Tropic Shale réunit ainsi toutes les conditions pour préserver les fossiles de la faune marine qui peuplait autrefois ces eaux.
C'est intéressant de se dire qu'en explorant les confins de ce désert du sud-ouest, on peut trouver une dent de requin à 1200 mètres d'altitude et par une température de 40 degrés. Voici une dent de requin du Crétacé trouvée près d'ici dans le schiste. Il manque une partie de la racine. On appelle ça la cuspide. C'est un denticule latéral à côté de la pointe principale, à laquelle il manque aussi le sommet. Mais elle reste très bien conservée. Tout au long du banc de schiste, des millions d'huîtres qui baignaient autrefois en eau peu profonde sont désormais pétrifiées dans le grès. Étroitement serrées les unes contre les autres, les coquilles ont été protégées par la roche. Les huîtres vivent dans les bas-fonds marins. Ces fossiles nous laissent entreapercevoir un passé océanique. Il y a 90 millions d'années, tout ce que vous voyez derrière moi était une plage. Et le front de mer correspond aux sédiments plus foncés, juste au-dessus. Le sol est couvert d'une couche d'huîtres, ce qui indique qu'il y avait bien une plage. Quand on regarde la roche, il y a tellement de coquilles d'huîtres agglutinées qu'on parvient à peine à les distinguer les unes des autres. En voici une, parfaitement conservée depuis 90 millions d'années. C'est extraordinaire de se promener le long de cette ancienne plage et d'imaginer à quoi elle ressemblait à l'époque. Les huîtres étaient enfouies dans le sable sous nos pieds. Ça devait être un véritable paradis tropical. Rien à voir avec ce paysage désertique et stérile. D'un ancien fond océanique à l'un des plus grands déserts de sable du monde, les différentes strates de roches des canyons témoignent d'une histoire géologique mouvementée. Au sud du Tropic Shale, le long des méandres du Colorado, la rivière Paria s'enfonce à travers les gorges étroitement encaissées du plateau de la Paria. Au-dessus de la vallée, un désert préservé dissimule de véritables merveilles géologiques. Le parc national de Vermilion Cliffs. Plus de 1000 km² de relief grandiose et sauvage. Cette plaine aride, perchée au sommet du gigantesque plateau de la Paria, et gardée par des murailles pourpres de 600 mètres de haut, s'étend sur près de 50 km à travers le nord de l'Arizona. C'est le plus beau paysage que j'ai jamais vu. Pour moi, c'est un endroit qui porte l'empreinte du divin. Sous le soleil brûlant du désert, la roche écarlate semble presque incandescente. Ici, la terre transpire en libérant des ondes scintillantes de chaleur. Au milieu du tapis de broussailles, une fleur solitaire oscille dans la brise estivale. Le lieu semble totalement inhabité. Mais en haut des falaises, le plus grand oiseau terrestre d'Amérique du Nord, le condor de Californie, vient chercher refuge dans une grotte ombragée.
Rares sont les créatures capables de supporter les conditions extrêmes du désert. En été, le thermomètre monte à 46 degrés. Mais ce n'est pas le pire. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est le fait que le sol et la roche réverbèrent la chaleur, comme une sorte de cocotte minute. Le paysage de Vermilion Cliffs est dominé par le grès, une roche qui retient la chaleur en profondeur. Il n'y a pas d'eau et peu de végétation pour atténuer le brasier. Les plantes contribuent à rafraîchir l'atmosphère via un processus appelé la transpiration végétale. Quand l'air extérieur se réchauffe, elles libèrent de l'eau par les feuilles afin de réguler leur propre température et la température ambiante. Les quelques genévriers qui poussent sur cette terre stérile ne permettent guère de s'abriter du soleil. L'ombre d'une avancée rocheuse dans l'escarpement offre un répit momentané. Mais lorsque la nuit tombe et que la chaleur du sol se dissipe, le thermomètre peut descendre à 15 degrés, soit une amplitude thermique de 30 degrés par rapport à la journée. Il faut prévoir un maximum de couches. Des t-shirts à manches longues, un chapeau, des vêtements qui vous protégeront. Personne ne partirait dans le désert du Sahara sans s'être préparé. Les falaises se dressent d'ailleurs sur ce qui était autrefois un désert aussi vaste que le Sahara. Un ensemble de formations en grès isolé, à l'extrémité nord-ouest de Vermilion Cliffs, lève le voile sur ce passé mystérieux. Les Coyote Buttes. Ces montagnes de roches torsadées en volutes multicolores offrent un spectacle inoubliable. Il n'existe rien de comparable au monde. J'ai beaucoup voyagé et je n'ai jamais vu de formation aussi fascinante, incroyable et émouvante. Se rendre jusqu'au site est un défi en soi. Il n'y a pas de panneau de signalisation ni de plan, rien d'autre que le désert. C'est un endroit qui peut être implacable. Mère Nature risque de vous infliger une bonne leçon si vous n'êtes pas préparé. Il faut emporter des cartes et bien les étudier. Et il faut prévoir une réserve de nourriture. Enfin, je ne répéterai jamais assez qu'il faut s'hydrater avant de partir. Il y a des gens qui se mettent en route sans connaître les lieux et qui se perdent ou se déshydratent complètement parce qu'ils n'ont pas bu assez d'eau. Il n'y a aucun panneau. S'ils partent dans le mauvais sens, ils se perdent. Ici, la vie ne tient qu'à un fil. Si quelqu'un tire sur ce fil minuscule, tout s'effondre en un instant. Le moindre petit pépin peut vous être fatal. Les South Coyote Buttes, à l'extrême nord-ouest du parc de Vermilion Cliffs.
Un paysage ondoyant éclaboussé de blanc, d'orange et de rouge. Des pics de grès solitaires émergent du sol, comme des tentes dressées au milieu du désert. Il y a plus de 200 millions d'années, ces sommets étaient de gigantesques dunes de sable qui s'étendaient sur plus de 1000 kilomètres. C'était un des plus grands déserts de la planète. Une eau riche en sels minéraux s'est infiltrée dans le sol, liant les grains de sable entre eux comme du ciment. Au fil de plusieurs millions d'années, le sable du désert s'est transformé en grès. Dans cette région balayée par le vent, les dunes de sable se sont superposées en dessinant des lignes ondulées. Avec le temps, les ondulations se sont pétrifiées pour former ces rubans de grès multicolores. Chaque couleur correspond à une réaction chimique spécifique entre le sable, les minéraux et l'eau. Les éléments façonnent ce relief depuis l'aube des temps, une strie après l'autre, en rayures horizontales parfaitement alignées. Les formations de North Coyote Buttes cèdent la place à un paysage chaotique dans lequel le rouge, le blanc et le crème s'entremêlent. D'autres zones sont dépourvues de couleurs. Il y a des moments où on a l'impression d'être dans un autre monde, extraordinairement intact. C'est un endroit où l'on peut avoir une connexion magique avec la nature. On se croirait sur une autre planète. D'étranges renflements et des entrelacs de torsades bariolées animent cette étendue désertique. On a des projections de blanc crème sur de l'orange et du rouge vif, ou sur du gris. Et puis, les strates et les formations se mettent à onduler. Par endroits, elles font des volutes qui se mélangent les unes aux autres, presque comme une boule de glace vraiment très savoureuse. Chacun repart d'ici avec sa propre interprétation. Quand on voit la façon dont ces formations et ces couleurs absolument ahurissantes se juxtaposent et se combinent ensemble, on se demande comment la Terre a réussi à faire ça. Comment les éléments ont-ils assemblé et mélangé toutes ces choses? C'est vraiment magnifique. L'origine de ces étranges formations est longtemps restée mystérieuse. Ces contorsions, ces torsades et ces rainures se seraient produites au Jurassique il y a plus de 100 millions d'années, à une époque où la région était encore un vaste désert de sable. Certains géologues considèrent ce relief unique comme le produit d'un processus appelé la solidification des sédiments meubles. Suite à un glissement de terrain provoqué par un séisme, différentes couches de sable se mélangent. Puis elles se pétrifient au fil de plusieurs millions d'années en façonnant un paysage merveilleusement coloré. Au nord de Vermilion Cliffs,
loin au-dessus du fleuve Colorado et de ses canyons. Des volutes de fumée dansent dans la lumière du soleil couchant. Elles sortent de la gueule d'une fissure noircie qui s'ouvre sur les entrailles de la terre. Smoky Mountain. Surplombant les pics déchiquetés et les vallées encaissées, cette montagne dissimule dans ses profondeurs de véritables brasiers. Un dépôt de goudron noir borde les fissures disséminées au sommet. L'odeur âcre des anciens hauts fourneaux trahit le feu qui brûle à plusieurs kilomètres sous terre. Il y a des millions d'années, une veine de charbon profondément enfouie sous la surface s'est enflammée. L'origine de cet incendie reste obscure. Les géologues pensent qu'il a peut-être été allumé par la foudre ou tout simplement par combustion spontanée. Quoi qu'il en soit, le gisement de charbon qui l'alimente semble inépuisable. Et les fissures lui fournissent l'apport nécessaire en oxygène, comme des cheminées naturelles. La paroi écarlate de la falaise témoigne de l'ancienneté et de la puissance de ce feu souterrain. La combustion du charbon oxyde les minerais de fer présents dans la roche et donne au relief cette teinte rougeâtre qui rappelle les briques cramoisies d'une vieille cheminée d'usine. Tout cela indique que ce brasier se consume depuis des temps immémoriaux. Inquiètes de voir le précieux combustible s'envoler en fumée, les agences gouvernementales et les sociétés minières américaines ont essayé d'éteindre le feu dans les années 1960. En vain. Par la suite, un projet de mine a été envisagé, mais il est tombé à l'eau en 1996 lorsque Bill Clinton, alors président des États-Unis, a fait de cette zone une réserve naturelle. Dans la lumière rasante du soleil couchant, les fissures laissent s'échapper des nuages de fumée. Les feux souterrains de Smoky Mountain continueront à brûler toute la nuit et toutes les nuits suivantes. Du labyrinthe de grès sinueux de Glen Canyon aux volutes de sable de Vermilion Cliffs, les parcs nationaux de l'Ouest américain offrent un spectacle d'une beauté sauvage. On ne peut voir ça nulle part ailleurs dans le monde. Dans cette étendue désertique où vivaient autrefois toutes sortes d'animaux préhistoriques, chaque fossile est comme une petite fenêtre ouverte sur ce passé. on peut communier avec la nature. Aujourd'hui, tout va trop vite. On a besoin de ralentir et d'écouter. Et parfois, on n'entend que le silence. L'eau creuse lentement les canyons et le vent sculpte les plaines désertiques
comme ils le font depuis des millions d'années. Façonné par les éléments et par le temps, ce paysage écrit l'histoire de sa création, une ligne après l'autre. Et si certaines formations témoignent d'un passé géologique étonnant, d'autres gardent jalousement le mystère de leurs origines.